Bien, alors on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. On n'a pas tellement de chance avec les salles en ce moment, mais bon, on s'en sort quand même. Alors, je récapitule ce qu'on a vu hier rapidement. Donc, on avait commencé hier à travailler sur la structure vraiment de la phrase, en distinguant donc les trois grands groupes principaux de la phrase: groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Et ce que j'avais indiqué très, très nettement, très fortement, ce sur quoi j'avais insisté, c'est que quand on est dans la structure P, là, qui est représentée par le rectangle, le plus grand rectangle, dans cette structure-là, il n'y a que deux fonctions possibles. La fonction sujet qui relie le groupe sujet et le groupe verbal, la fonction complément circonstanciel qui relie le groupe circonstanciel avec le groupe verbal. Vous noterez que le groupe circonstanciel, du coup, il a une fonction, c'est la fonction complément circonstanciel, de toute façon, c'est comme ça qu'il est nommé. Le groupe sujet, il a une fonction, la fonction sujet. Bon. Le groupe verbal, lui, n'a pas de fonction dans ce système. Hein. C'est le pivot par rapport auquel se déterminent les fonctions. Alors, le type de réécriture de la phrase donne des fonctions pour le groupe sujet et le groupe circonstanciel, mais une fois qu'on a déterminé les fonctions, on va ensuite pouvoir examiner les différentes natures de mots et de groupes de mots qui remplissent ce rôle de fonction, hein, ce rôle d'avoir la fonction sujet ou d'avoir la fonction complément circonstanciel. En l'occurrence, ici, c'est un groupe nominal qui est groupe sujet. Du point de vue de la nature, c'est un groupe nominal. Du point de vue de la fonction, c'est un groupe sujet ou un sujet. Ici, du point de vue de la fonction, c'est un groupe circonstanciel ou un complément circonstanciel, et du point de vue de la nature, c'est un groupe nominal prépositionnel à midi. D'accord? Bon, alors, une fois qu'on a compris ça, ce qui est important, dans la structure phrase, je n'ai que deux fonctions possibles, sujet, complément circonstanciel. Ça veut dire qu'ensuite, toutes les autres fonctions qu'on va décrire, mais toutes vraiment, sont des fonctions qui sont à l'intérieur des autres groupes. On va voir que la fonction épithète, c'est à l'intérieur des groupes nominaux, les fonctions compléments à l'intérieur des groupes verbaux, etc. Hein, donc là, c'est ça que j'appelle hiérarchiser, avoir une vision d'ensemble des structures et de hiérarchisation des structures. C'est qu'il y a certaines fonctions qui sont à l'intérieur de certaines structures et pas d'autres. Hein. Donc on avait vu que le groupe sujet, eh bien, du point de vue prototypique, il est constitué d'un groupe nominal ou d'un pronom. Et puis j'avais énuméré différents autres types de sujets qui peuvent exister aussi, mais qui sont moins prototypiques. Ensuite, on avait vu le groupe verbal. Le groupe verbal, donc, il y a deux grands types. Le groupe verbal avec des compléments d'objets qui peuvent être compléments d'objets directs ou indirects. Et puis, donc, qui peuvent se décrire de cette façon-là. Verbe plus, alors soit rien, hein, donc le verbe tout seul, soit un groupe nominal qui va être de fonction COD, soit un groupe nominal prépositionnel qui va être de fonction COI, soit deux compléments, un groupe nominal COD, un groupe nominal prépositionnel COI, soit un groupe nominal prépositionnel et un deuxième groupe nominal prépositionnel, comme le facteur parle de ses vacances à sa collègue. Bon, sachant que bien sûr ici, j'ai indiqué groupe nominal parce que dans l'exemple, ce sont des groupes nominaux, mais ça peut être un pronom, ça peut être n'importe quoi, qui joue le rôle qui joue un rôle équivalent au groupe nominal. Bien, un point important que j'avais signalé, c'est que ce qui caractérise les groupes verbaux avec des compléments d'objet, c'est que dans ce cas-là, le sens du verbe est lié au sens du complément d'objet. Hein, il y a un lien. Hein. Boire, ça veut dire que le verbe boire, ça veut dire les compléments, ça va être des choses qu'on peut boire, etc. Alors la fonction attribut, évidemment, ça ne fonctionne pas de la même façon parce que le verbe être, qui caractérise la fonction attribut, n'a pas un sens très spécifique. Donc on ne va pas dire que l'attribut va être en relation avec le sens du verbe. Hein, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on les traite un peu. C'est une des raisons pour lesquelles on le traite à part. Et puis donc on avait vu qu'il y a deux types d'attributs du point de vue de la nature des mots et des groupes de mots. Des adjectifs ou des groupes adjectivaux, comme ici Alice est grande, ou bien des groupes nominaux. Une bonne avocate. Bien sûr, il y a d'autres verbes qu'on appelle attributifs. Hein. Être, vous savez, il y a une liste, rester, demeurer, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Mais d'une manière prototypique, le verbe
le verbe attributif prototypique, c'est le verbe être. Je vous avais rappelé qu'on a aussi des adverbes dans le groupe verbal. Hein. Là, avec typique, disons les plus courants, ce sont les adverbes de négation ou bien les adverbes de manière. Et puis, donc, je vous avais proposé cet exercice, enfin, on n'avait pas fait cet exercice, donc on s'est arrêté là. Donc, si vous voulez, on peut le regarder juste pour, on va le faire ensemble, hein, pour approfondir cette notion de groupe verbal. C'est le même texte sur lequel on a travaillé le groupe sujet, hein, mais cette fois-ci, on travaille sur le groupe verbal. Alors, j'ai mis en gris une phrase volontairement qu'on ne va pas analyser parce que dedans, il y a des choses totalement atypiques que je n'ai pas envie de commenter. Donc, si on regarde les groupes verbaux, ce que je vais faire, je vais vous interroger les uns les unes après les autres et vous allez me dire pour chaque phrase, qu'est-ce que vous voyez. Alors, vous voulez bien commencer? Alors, sur les confins de la marche et du Berry, on trouve, hein, vous sautez ce qui est en gris. Ok, on trouve, au forêt, ici, groupe verbaux, c'est juste treux, ce que je vois, le verbe, on trouve. Oui, il n'y a pas de complément, vous êtes sûr? Après, on trouve au peu forêt et au plus désert de la contrée, toutes ces dates, je dirais, le groupe verbaux de trouve. Non. Non. Après, dont on a découvert les tourelles ici, c'est parti. Alors, en fait, le complément de trouve, ça, au plus fourré, au plus désert de la contrée, bon, on va pouvoir le supprimer, le considérer comme un complément circonstanciel. Mais le complément de trouve, c'est un petit château en ruine tapi dans un ravin dont on découvre les tourelles ébréchées qui à environ 100 pas de la herse principale. Tout ça, le noyau, tout le groupe nominal dont le noyau est château, est en fait, on trouve quoi? On trouve un château. Hein. Mais ce château, il a plein de caractéristiques. Donc, tout le groupe nominal ici est en fait, hein, vous voyez, une vaste lande coupée de bois de chêne et de châtaignier. Alors, il y avait avant. Hein. On trouve donc un petit château en ruine tapi dans un ravin et dont on ne découvre les tourelles ébréchées qui à environ 100 pas de la herse principale. D'accord? Et on avait auparavant un verbe attributif ici, est une vaste lande coupée de bois chêne et de châtaignier, qui est une structure avec un verbe attributif, un attribut du sujet, et une négation ici, ne que, hein, qui est une négation restrictive dans le groupe verbal attributif. D'accord? Donc là, la difficulté, c'est évidemment de voir que au plus fourré ou au plus désert de la contrée, c'est en fait un complément circonstanciel. J'avais supprimé on appelle la Varenne parce que ça, c'est de l'attribut du COD. Hein. C'est la Varenne, attribut du COD que, ici. Bon, donc ça, c'est compliqué, on n'en a pas besoin. Alors, ensuite, si on continue... alors, dans la même phrase, pardon, en fait, quand vous voyez tout ce complément-là, qui commence par un château jusqu'à herse principale, il y a encore un verbe, découvrir, et c'est pour ça, ici, j'ai repéré le groupe verbal en le soulignant. On ne découvre les tourelles ébréchées qui à environ 100 pas de la herse principale. Tout ça, c'est le complément d'objet. Tout ça, c'est le groupe verbal. Hein. Tout ça, c'est le groupe verbal, tout ce qui est souligné. De même que ce que j'ai mis en gras là, à chaque fois, c'est un groupe verbal. Et au-delà du verbe, on a le complément, les tourelles ébréchées. Et il y a ne que ici qui complique un tout petit peu la structure. Bon, vous voyez, quand on prend un texte comme ça, un peu pris au hasard, on a des structures quand même qui sont difficiles. Alors ensuite, on a quelques cas beaucoup plus simples. Bon, tant pis, je le fais directement, hein, on va gagner du temps. Les arbres séculaires qui l'entourent, avec donc là le groupe verbal entoure et un COD qui est un pronom et l'apostrophe. Pareil pour le domine, hein, domine c'est le verbe et le c'est le complément d'objet direct. L'ensevelisse, même structure, hein, ensevelir et le COD le. Et là, il faudrait discuter, mais on peut considérer que ensevelir quelque chose dans quelque chose, le dans est aussi est un complément d'objet indirect. Ça fait partie du groupe verbal.
Mais ça mériterait une discussion. Ça anticipe un tout petit peu sur ce qu'on va dire tout à l'heure. Alors le c'est, là, je le laisse de côté, comme le il n'y a pas longtemps que tout à l'heure. On peut franchir le sentier abandonné qui y mène. Alors ici, c'est difficile. Donc il y a le verbe pouvoir. Et on peut considérer ou bien que franchir le sentier abandonné qui y mène est le complément du verbe pouvoir, soit que on a, de toute façon ça ne change rien à la délimitation, ça ne change rien à la délimitation du groupe verbal, mais on peut aussi considérer que le sentier abandonné qui y mène est un complément de franchir. Ça ne change pas grand-chose à l'analyse. Qui y mène, c'est un groupe verbal avec le i qui est ici le complément d'objet indirect. Le sentier mène quelque part, le quelque part est remplacé par i, et donc c'est un complément d'objet indirect parce que le i il inclut une préposition. Les troncs noueux, les décombres qui l'obstruent, bon, voilà, c'est le même genre de structure que tout à l'heure, c'est-à-dire un verbe avec un pronom personnel COD. Alors, ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Maupas. Ici, on peut considérer que le C ici reprend l'ensemble. Donc, autant pour la question du sujet, c'est un peu compliqué, mais pour la question du groupe verbal, on voit assez bien qu'ici on a un attribut, la Roche-Maupas, qui est attribut du C apostrophe qui lui-même renvoie à ce qui précède. Ensuite, oui, pardon, je vous en prie. Là, on parle des groupes verbaux. Des groupes verbaux. Donc, normalement, il y a un groupe sujet, groupe verbal Ouais. et groupe complément. Ouais. Donc ici, par exemple, dans la deuxième phrase, quand on dit les arbres séculaires qui l'entourent, le dominent, entourent et dominent, ça fait partie du groupe sujet. Ah, oui, alors, si je considère le groupe sujet, les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent, tout ça, c'est le groupe sujet de ensevelisse. On est d'accord. Entoure et domine ne sont pas des groupes verbaux aussi, ou on considère aussi... Non, mais c'est simplement, si vous voulez, comme vous avez votre groupe sujet qui commence par les arbres et qui termine par domine, il contient deux subordonnées relatives. Donc, ces subordonnées relatives, ce sont des subordonnées. Donc, à l'intérieur, il y a une autre structure de phrase. Donc, il y a un autre groupe verbal avec un autre sujet. Mais là, on s'intéresse qu'aux groupes verbaux. Donc, je n'ai pas parlé du sujet de entoure qui est qui. Mais de toute façon, on a déjà vu. C'est pour ça que j'ai pris le même texte, puisqu'on a déjà vu les groupes sujets sur ce texte. Donc, ça permet d'aller directement travailler sur les groupes verbaux. Mais c'est vrai qu'en analysant les groupes verbaux comme ça, les uns après les autres, je ne rends pas compte, et c'est vrai, je ne commente pas leur imbrication dans des structures plus vastes, parce qu'on a déjà vu le texte la dernière fois pour les groupes sujets. Donc, pour étudier les groupes verbaux, on étudie aussi ceux qui sont dans les autres groupes. Tout à fait, tout à fait. Si on analyse l'ensemble des groupes verbaux d'un texte, on analyse aussi bien les groupes verbaux qui sont dans la phrase de base, groupe sujet, groupe verbal, et puis ceux qui sont dans le groupe sujet, ceux qui sont éventuellement dans le groupe tireur, tous les groupes verbaux. Voilà, donc ensuite, écoutez, on a donc tomba en héritage. Ici, on est au bord de la structure figée, mais bon, on peut considérer qu'on a un groupe verbal tomba en héritage avec en héritage complément. Fit enlever la toiture et vendre tous les bois de charpente. Donc là, la toiture, les bois de charpente sont tous les deux compléments d'un infinitif qui précède. La toiture, complément de enlever, tous les bois de charpente, complément de vendre. Ces deux infinitifs étant eux-mêmes compléments de faire ici. On avait déjà vu que c'était une structure un peu particulière. Donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres. Ici, on a voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, qui est un ensemble de groupes, un groupe verbal. Et la structure verbe ici, elle est un peu plus complexe, vous voyez. La structure verbe, ça peut être un verbe tout seul, comme dans on trouve, on découvre, etc. Mais ça peut être deux éléments verbaux, un verbe, un infinitif, fit enlever, ou bien ici, quand il y a un infinitif, mais en plus
le verbe qui régit l'infinitif, il est à un temps composé, ça fait 3 éléments verbaux. Hein. Donc quand on dit verbe plus quelque chose, l'élément verbe, il peut se décomposer en plusieurs sous-éléments, mais qui sont quand même, qui font partie de la structure verbe. Donc encore une fois, hein, je vous donne cet exemple-là pour vous comme formation en tant que professeur, mais jamais de la vie on ferait un exercice de ce genre-là, ce serait beaucoup trop compliqué avec des élèves qui apprennent le français. Hein. C'est vraiment le texte typique qu'il ne faudrait jamais travailler avec des élèves, c'est beaucoup trop compliqué. Chaque fois, d'ailleurs, presque à chaque phrase, il y a des situations un peu compliquées. Donc je m'en sors comme ça, si vous voulez, en vous donnant des structures très très simples, basiques, c'est ça qu'il faut retenir principalement, et je vous montre quand même avec des exemples que dans la réalité, c'est bien plus compliqué. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trier les cas qu'on peut analyser et l'autre qu'on ne peut pas analyser. Donc, j'avais fait exactement le même commentaire hier ou la dernière fois, je ne me souviens plus, à partir du même texte sur les groupes sujets. Il y a des tas de cas qui sont totalement prototypiques et faciles, et d'autres cas qui sont au-delà du champ d'application, du champ d'applicabilité des notions grammaticales. Bon, donc, fiche jetée à terre, le portail est montré, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Dans tous les cas, on a, dans le reste du texte, on a des choses relativement basiques. Vous regarderez si vous voulez, puisqu'il y a le corrigé dans le texte. Hein. Ça vous donne une idée des variétés quand même, des types de complexité qu'on peut retrouver dans les groupes verbaux. Mais il n'empêche qu'il faut garder à l'esprit ces structures-là de groupes verbaux prototypiques et du groupe verbal attributif, dans lesquels quand même un certain nombre d'exemples doivent entrer. Et puis quand on a des cas un peu plus compliqués, évidemment, c'est simplement la plupart du temps, c'est par démultiplication. On a plusieurs compléments, on a plusieurs formes verbales dans le noyau verbal, etc. Alors, maintenant, le groupe circonstanciel. Oui, alors on avait discuté aussi, je le dis pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier soir, de comment ça se passe en espagnol, les compléments. Hein. On avait commencé à discuter, à improviser un petit peu une discussion là-dessus. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hier, pour l'enregistrement de la séance, j'ai oublié malheureusement de déclencher, j'espère que je l'ai bien fait là, aujourd'hui, oui. J'avais oublié de déclencher OBS. Et donc, du coup, je n'ai pas enregistré le PowerPoint. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que vous avez une image fixe avec le son. Il y a un fichier son séparé du PowerPoint. Et c'est à vous, à la main, de faire défiler les diapos en fonction du texte, si vous voulez écouter le cours. Voilà. Donc, on avait improvisé une discussion à partir de quelques diapos que j'avais montrés sur comment ça se passe les compléments en espagnol. Et c'est vrai qu'il y a des différences. Donc, ce que je vous avais, il y a des différences avec le français. Et puis, ça a l'air d'être assez compliqué quand même. C'est-à-dire que plusieurs d'entre vous ont essayé d'expliquer comment ça fonctionnait. Bon, on n'a pas tout à fait réussi à clarifier complètement la chose. Donc, ce que j'avais proposé, c'est que comme on ne va pas se voir pendant... après ce cours, on ne va pas se voir pendant 15 jours avant les vacances, plus la semaine des vacances, donc pendant 3 semaines. Si vous avez le temps, eh bien de préparer en groupe un petit topo sur comment on traite dans la grammaire classique, scolaire, en espagnol, les compléments du verbe, avec des distinctions qu'on n'a pas dans la grammaire française. Et voilà, faites ça à plusieurs, ou alors vous pouvez le faire séparément et puis on compare. Et si vous avez le temps de le faire, je vous laisserai la parole pour présenter quelques diapositives, et puis on en discutera, etc. Ça sera intéressant. Parce que c'est quand même important de réussir à mettre en relation la grammaire des différentes langues, parce qu'au fond, c'est le même genre de structure, mais il y a quand même, dans le détail, parfois des différences. Là où ça fonctionne exactement pareil en espagnol ou en français, c'est qu'il y a des groupes verbaux. Ça, il n'y a pas de doute, il y a des groupes verbaux, il y a des circonstants, mais la frontière ne passe pas toujours au même endroit. Alors, d'ailleurs, on va le voir avec le complément circonstanciel.
Le complément circonstanciel, donc le groupe circonstanciel, donc c'est le deuxième groupe auquel on s'intéresse dans la structure phrase, hein, le troisième, pardon, après avoir vu la structure phrase, le groupe sujet, le groupe verbal, donc à l'intérieur de la structure phrase, après le groupe sujet et le groupe verbal, il y a le groupe circonstanciel. Il se caractérise par le fait que ce groupe circonstanciel, il est mobile, on peut le déplacer normalement facilement. Ça montre, si vous voulez, du point de vue de la structure, qu'il est autonome par rapport au verbe. Hein. Il n'est pas lié au verbe ni du point de vue de la syntaxe, ni du point de vue du sens. Enfin, il faut que ce soit compatible hein, du point de vue du sens, mais il n'y a pas de lien avec le sens du verbe qu'on va le voir. Donc là, par exemple, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Je peux dire à 8 heures, le facteur distribue le courrier. Je peux dire le facteur à 8 heures distribue le courrier. Et puis, je peux même, deuxième propriété principale, du point de vue syntaxique, je peux l'enlever, le complément circonstanciel. Je peux dire le facteur distribue le courrier. Ma phrase, elle reste totalement grammaticale. Hein. Donc, c'est une définition syntaxique, sémantico-syntaxique, si vous voulez, du complément circonstanciel. Pourquoi je dis sémantico-syntaxique? Là, je donne deux critères syntaxiques. Le critère sémantique, c'est qu'à 8 heures, on n'a pas de lien spécial avec le verbe distribuer. Parce qu'il se trouve que là, dans cet exemple, je donne l'heure, je donne une indication horaire. Mais j'aurais très bien pu donner une indication de cause. J'aurais pu dire il distribue le courrier parce que c'est son métier. J'aurais pu dire il distribue le courrier dans le quartier, indiquer un lieu. Donc vous voyez que j'ai une variété possible de compléments circonstanciels avec des sens de cause, de lieu, de temps, de manière, tout ce qu'on veut, hein, qui n'a pas de rapport avec le sens du verbe. Alors que les compléments, on l'a vu, ils obligent à avoir, les verbes avec des compléments d'objet, donc les compléments d'objet directs ou indirects, eux, ils ont un rapport avec le sens du verbe. Hein, on avait vu boire, le complément, ça va être quelque chose qu'on peut boire. Ce n'est pas n'importe quoi, il n'y a pas une variété infinie du point de vue sémantique des possibilités. Alors qu'avec le complément circonstanciel, on a cette possibilité. Alors c'est pour cette raison qu'à Paris, dans « il va à Paris hein, », ça ne... il va à Paris, ça ne va pas fonctionner à Paris comme complément circonstanciel dans ce modèle grammatical. Pourquoi à Paris, ce n'est pas un complément circonstanciel dans ce cadre grammatical? Parce que je ne peux pas dire « il va », ça n'est pas grammatical, « il va ». Je ne peux pas dire non plus « à Paris, il va ». Donc, dans cette définition syntaxique du complément circonstanciel, le complément du verbe aller, comme de tous les verbes de mouvement, hein, ce n'est pas un complément circonstanciel, mais c'est un complément d'objet indirect. Alors qu'on l'a vu hier dans la grammaire espagnole, enfin traditionnelle, scolaire, en général, d'après ce que j'ai pu voir, et vos camarades me l'ont confirmé, enfin vous me l'avez confirmé hier, à Paris, dans « il va à Paris », en espagnol, c'est un complément circonstanciel, de lieu. Bon. Parce que là, c'est une définition purement sémantique des compléments circonstanciels. On va dire les compléments circonstanciels, c'est tout ce qui indique le lieu, la cause, le temps, etc. etc. Hein. Mais là, c'est une définition syntaxique. Donc, ce n'est pas parce que ça indique un lieu que c'est forcément complément circonstanciel. Alors, si je compare « il va à Paris » à « il travaille à Paris hein, », j'avais déjà fait cette remarque hier, « il travaille à Paris », évidemment, là, ça marche. À Paris, eh bien, un complément circonstanciel, parce que je peux dire « il travaille », je peux dire « à Paris, il travaille ». Bon. Donc, là, ça fonctionne, à la différence de « il va à Paris ». Alors, on peut trouver des nuances de sens entre « il travaille à Paris », le facteur travaille à Paris, et « à Paris », le facteur travaille. Mais peu importe, c'est vrai que ça change des nuances de sens, mais ça ne change pas le sens fondamental de la phrase. Bien. Alors, maintenant, du point de vue de la nature des groupes circonstanciels, on a 4 cas dont 3 sont quand même... là, c'est difficile de dire ce qui est le plus prototypique. Donc, le moins prototypique dans ces exemples, c'est le groupe nominal. Un des plus prototypiques, c'est le groupe nominal prépositionnel, hein, un groupe introduit par une préposition comme à 8 heures dans le facteur distribue le courrier à 8 heures. Ça, c'est vraiment un des cas de compléments circonstanciels les plus prototypiques.
Bon, le groupe nominal, comme le facteur distribue le courrier le matin, ça existe, le matin, est bien un complément circonstanciel, mais là, il n'y a pas de préposition, etc. Mais ça, ce n'est pas un cas, ça ne marche qu'avec certains compléments de temps, ça n'est vraiment pas un cas général. Ensuite, on a l'adverbe. Alors ça, c'est vrai que c'est déjà plus courant hein, aujourd'hui, dans le facteur distribue le courrier aujourd'hui. Des adverbes de lieu comme ici, là, etc. fonctionneraient un peu pareil. Et puis, bien sûr, il y a la subordonnée complément circonstanciel. Par exemple, quand le jour se lève. Le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Vous voyez, dans tous ces cas, que ce soit le facteur distribue le courrier à 8 heures, le facteur distribue le courrier le matin, le facteur distribue le courrier aujourd'hui, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, à chaque fois, on a des compléments de temps, hein, donc d'ailleurs du point de vue sémantique c'est totalement homogène. La seule différence c'est la nature des groupes circonstanciels. Là le groupe circonstanciel c'est un groupe nominal prépositionnel, là c'est un groupe nominal, là c'est un adverbe, là c'est une proposition subordonnée. Mais c'est tout le temps le même groupe circonstanciel. Alors ensuite donc on peut distinguer sémantiquement les différentes sortes. Alors les trois basiques c'est le temps, le lieu, la cause. Hein. Bon, après, il y en a d'autres hein, qui sont plus compliqués, qu'on verra plus tard dans les subordonnées, la concession, la comparaison, enfin, il y en a plein. Mais ce n'est pas très important, ça, finalement, parce que, je veux dire, c'est une information qui est facile à retrouver. Est-ce que ça indique un lieu, un temps, une cause? Bon, c'est facile à retrouver. Ce qui est important, qui est plus important, c'est de retrouver qu'on a bien une fonction complément circonstancielle. Après, que ce soit de temps, de lieu, tout ça, c'est totalement secondaire. C'est une information sémantique. Enfin, c'est totalement secondaire dans cette perspective syntaxique sur le complément circonstanciel. Hein, sinon, ce ne serait pas secondaire si je suis dans une perspective purement sémantique. Oui, je vous en prie. Je ne vois pas trop pourquoi aujourd'hui c'est un adverbe. C'est un adverbe. Ça, franchement, vous le mettez, ce serait quoi pour vous? L'adverbe doit modifier le verbe. Mais... Ah non, non, non. L'adverbe, en fait, il ne modifie pas le verbe. Là, vous voyez, là, vous tombez dans le piège de surinterpréter le nom des parties grammaticales. L'adverbe, on le reverra plus tard, mais je peux vous le dire là maintenant, il peut modifier plusieurs choses, en fait. Il peut modifier la phrase, comme aujourd'hui, là c'est un complément circonstanciel. Il peut modifier le verbe, quand c'est un adverbe de manière, certes, mais il peut modifier un adjectif. Hein. Elle est extrêmement grande. Il peut modifier même un autre adverbe. Elle est, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais vous trouver comme exemple Pardon? Elle marche très rapidement. Voilà, très rapidement, excellent. Très rapidement, très est un adverbe qui modifie l'adverbe rapidement. Bon. Donc l'adverbe peut modifier toutes sortes de choses, et y compris modifier la phrase. Donc il est vraiment complément circonstanciel ici. Hein. Pourquoi il est complément circonstanciel? Parce que je peux le déplacer. Je peux dire aujourd'hui le facteur distribue le courrier. Je peux dire le facteur aujourd'hui distribue le courrier. Vous voyez, il a toutes les propriétés syntaxiques du complément circonstanciel. Hein. Alors qu'un adverbe de manière, je ne pourrais pas le déplacer comme ça. Si je disais, bon c'est absurde, mais le facteur distribue comment on va dire, machinalement, parfaitement le courrier, rapidement. Ouais. Alors, ouais, c'est trompeur, mais parce qu'on pourrait dire rapidement le facteur distribue le courrier, mais ce n'est pas tout à fait le même sens. Hein. Habilement. Vous voyez, si on disait le facteur distribue le courrier habilement, le facteur distribue le courrier, ça passe quand même. Hein. Facteur habilement distribue le courrier. Alors là où on ferait une différence, c'est avec la négation. Mais ça, on en reparlera, j'anticipe un tout petit peu. Quand vous avez un doute par exemple, entre habilement, est-ce que habilement c'est un complément circonstanciel comme aujourd'hui, ou est-ce que c'est dans le groupe verbal, ça modifie le verbe? Bon, intuitivement, on voit bien que habilement, ça parle de la manière de distribuer. Mais il y a un test facile, c'est la négation. Si vous dites le facteur ne distribue pas le courrier habilement,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il distribue le courrier, mais pas habilement. La négation, elle porte sur habilement. Tandis que si vous dites le facteur ne distribue pas le courrier aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne distribue pas le courrier. C'est qu'aujourd'hui, il ne distribue pas le courrier. Vous voyez? Donc la négation, elle permet vraiment de faire le tri entre l'adverbe qui est dans le groupe verbal et l'adverbe qui est au niveau de la phrase, donc qui est un complément circonstanciel. La chose, c'est que je ne vois pas trop la différence entre 8 heures et aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de différence du point de vue syntaxique. Il y a une différence uniquement du point de vue de la nature de mots. C'est juste la nature de mots qui est différente. Sinon, c'est exactement la même chose. Complément circonstanciel à chaque fois, sauf que là, c'est une nature de mot adverbe, et là, c'est une nature de mot groupe nominal prépositionnel. Hein, c'est juste la nature de mot qui varie là. Pas la fonction, non, non, tout à fait, tout à fait. Oui. Moi, j'avais aussi une question à propos de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à Paris il va, mais on peut dire à Paris il travaille. Ah, bah parce que... alors, pourquoi on ne peut pas dire à Paris il va? Ça va être un peu circulaire, mon explication, j'allais dire, c'est parce que précisément à Paris, c'est un complément d'objet indirect. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ça. Les compléments d'objet indirects, on ne peut pas les mettre on ne peut pas les séparer du verbe. Si vous dites il parle à sa voisine, vous aurez du mal à dire à sa voisine il parle. Vous voyez? Mais c'est quelque chose d'intuitif pour un natif. Oui. Un Français va dire à Paris il va, ce n'est pas. Oui, alors que pour vous, ce n'est pas si intuitif que ça. Non, non, mais c'est ça que vous dites, ça me paraît intuitivement tout à fait évident pour un francophone natif. Mais c'est effectivement, peut-être que quand on n'est pas francophone natif, c'est pas si évident que ça qu'on ne peut pas trop le dire. Hein. Par contre, vous êtes d'accord que il va, tout seul, ça marche, ça ne fonctionnerait pas. Hein. Hein. Oui. Même dans le théâtre. Dans le théâtre, dans le langage du théâtre. Ouais. Quand on dit une pièce de théâtre, on voit des phrases. Ah oui, oui, dans la poésie, il y a des structures de phrases différentes, c'est vrai, tout à fait. Hein, ça peut tout à fait arriver. Et puis avec des intonations particulières, on peut tout trafiquer. Hein. Voilà. Donc, enfin, je veux dire, on peut modifier les... on peut modifier un certain nombre de choses, mais quand même, j'avais donné cet exemple-là, vous voyez, le facteur distribue le courrier à 8 heures, vous ne pourriez pas mettre le courrier, le facteur distribue à 8 heures. Alors, le complément d'objet direct, là, c'est impossible de le mettre en début de phrase. Vous voyez? Et là, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse, trouver un contexte où on pourrait prononcer comme ça. Alors que, quand tout à l'heure je disais il parle à sa voisine, on aurait du mal à dire à sa voisine il parle. Bon, si, dans le langage parlé, si par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un n'a pas bien entendu, on répète, on dit à sa voisine il parle. Hein, avec une intonation particulière, on pourrait récupérer. Mais justement, c'est une syntaxe très expressive. Alors que quand on déplace le complément circonstanciel, ce n'est pas plus expressif de dire aujourd'hui le facteur distribue le courrier ou le facteur distribue le courrier aujourd'hui. C'est tout à fait basique dans les deux cas. Alors que si je dis à sa voisine il parle, oui c'est possible, mais c'est très expressif par rapport à il parle à sa voisine. Hein, vous voyez, c'est ça là, qui fait la différence. Alors c'est bien hein, que vous m'interrompiez, ça me permet de clarifier les choses, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors maintenant, un petit cas intéressant pour bien sentir, mieux sentir encore la frontière entre complément circonstanciel et complément d'objet. Alors on va travailler sur ces deux phrases, ils l'ont vu tomber du bateau, il joue à lancer la balle dans la cour. Et ces deux phrases, elles ont deux sens complètement différents. Alors prenons la première, essayez de voir. Est-ce que vous voyez les deux sens possibles de la phrase? Deux sens, alors ce n'est pas des nuances de sens, ce sont deux interprétations où, comment dire, c'est décrit deux situations totalement différentes. Oui, vous voyez? Alors, comment vous l'expliqueriez? Pour la première phrase, oui. ils l'ont vu tomber du bateau. Donc peut-être c'est eux qui sont sur le bateau
Oui, alors, oui, si, c'est tout à fait ça, mais simplement pour l'expliquer d'une manière plus explicite. Donc, ils l'ont vu tomber du bateau, ça peut signifier que les observateurs sont sur le bateau, hein, et la personne, elle est tombée, mais on ne sait pas d'où, ni le point de départ, ni le point d'arrivée de la chute. Et dans ce cas-là, vous remarquez qu'on peut dire du bateau, ils l'ont vu tomber. Ils l'ont vu tomber du bateau, ils l'ont vu tomber. Du bateau, ça veut dire qu'ils étaient sur le bateau, ils l'ont vu tomber. Donc, dans ce cas-là, du bateau est bien un complément circonstanciel. Je peux le mettre avant ou après, et ça signifie la même chose. En revanche, si vous interprétez différemment, c'est-à-dire que le du bateau, c'est le point de départ de la chute. Hein. Il est tombé à partir du bateau. Et que les observateurs, ils sont, on ne sait pas où. Hein. Ben dans ce cas-là, pourquoi on a un COI? Parce que vous ne pouvez pas obtenir ce sens si vous dites du bateau, ils l'ont vu tomber. Du bateau, ils l'ont vu tomber, ça ne peut signifier que ça. Alors encore une fois, sauf si vous avez une intonation particulière, on pourrait arriver à dire du bateau, ils l'ont vu tomber. Bon, à la rigueur, on pourrait le mettre en début de phrase. Mais il n'empêche que même si on fait ça, n'empêche que la raison pour laquelle j'analyse du bateau ici comme complément d'objet indirect, c'est que du bateau indique le point de départ de la chute. Or, tomber, ça veut dire passer d'un point A à un point B. Hein. Et le complément de tomber, ça va indiquer soit le point de départ de la chute, soit le point d'arrivée. Et ça, c'est prévu par le sens du verbe tomber. Donc, le sens du complément, là, il est lié au sens du verbe. Alors que précédemment, quand je dis du bateau, ils l'ont vu tomber, mais j'aurais pu dire parce qu'ils ont regardé dans la bonne direction, ils l'ont vu tomber. J'aurais pu dire ce matin, ils l'ont vu tomber. Enfin, j'aurais pu dire n'importe quoi, qui n'a toutes sortes d'indications qui n'ont pas de rapport avec le verbe tomber. Et le verbe tomber, il n'a pas de complément là. Hein. Tomber, on ne sait ni depuis où, ni où. Donc, c'est bien le complément circonstanciel. Alors, même chose pour il joue à lancer la balle dans la cour. Est-ce que vous voyez là? Les deux sens. Oui? Oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie dans ce cas-là? Qui est en train de lancer la balle dans la cour. Il est dans la cour, voilà, c'est ça. Il est dans la cour et il joue à lancer la balle, tout à fait. Et dans le deuxième sens? Le sens, c'est qu'il n'est pas dans la cour, mais ouais. il joue à lancer la balle. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, si je dis il joue à lancer la balle dans la cour et que je peux dire dans la cour, c'est-à-dire il est dans la cour et il joue à lancer la balle, on ne sait pas où, c'est un complément circonstanciel dans la cour. Hein, je peux le déplacer. Alors que si je dis il joue à lancer la balle dans la cour indique le lieu d'aboutissement du lancer. Donc c'est lié au sens du verbe lancer. Et donc j'ai un complément d'objet indirect. Donc, vous voyez, et je vois bien que si je dis dans la cour il joue à lancer la balle, c'est difficile d'interpréter que dans la cour sera le point d'aboutissement du lancer. Hein. Donc là on voit bien la distinction COI, complément circonstanciel dans ce cas-là. Ah oui, alors ça, bon, on en a parlé, donc c'est de cela qu'on parlait la dernière fois, et simplement on y reviendra, mais vous voyez, le complément circonstanciel, je l'ai dit déjà, dans la tradition scolaire espagnole, c'est plutôt un complément circonstanciel au sens sémantique du terme. Bon, alors maintenant qu'on a vu tout ça, donc on a vu groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, maintenant j'aimerais qu'on fasse quelques exercices d'entraînement pour bien distinguer, donc là, en principe, là, dans les deux exercices que je vais vous proposer, ce n'est pas du tout des exercices du même type que les précédents, avec toutes sortes de difficultés, de complications. Là, ça ne pose aucun problème. Hein, et c'est vraiment les choses dans l'ordre qu'on devrait faire, enfin, qui va devenir évident pour vous au bout d'un moment. C'est que d'abord, on décompose chaque phrase en 2 ou 3 groupes. Hein, alors, parfois, il n'y a pas... Dans les phrases, il n'y a pas de groupe circonstanciel. Parfois, il y en a. D'accord? Donc là, je vais vraiment vous laisser le temps de le faire parce que c'est assez rapide, puisque chaque phrase, juste, il suffit de mettre comment dire, de scinder les groupes au bon endroit. On va corriger et puis ensuite, je vous donnerai un deuxième exercice du même genre.
Alors, est-ce que ça va? On peut corriger? Alors, cet exercice, d'ailleurs, il vient du même livre d'exercice dont on a parlé la dernière fois. D'ailleurs, je vous signale que si vous jetez un coup d'œil sur ce livre d'exercice, vous verrez qu'au lieu d'utiliser GS, GV, GC, là, j'utilise SN, SV, SP. Bon, c'est une terminologie différente, mais pour dire la même chose. Alors, comment se fait l'analyse? Donc, je vous donne ici les réponses directement pour gagner du temps. Donc, dans la première phrase, on n'a pas. Donc, j'ai mis en noir, hein, j'ai laissé en noir les groupes sujets, en rouge les groupes verbaux et en bleu les groupes circonstanciels. Donc, dans la première phrase, on a juste une phrase en deux éléments, groupe sujet, pardon, les vitrines cassées, et groupe verbal témoigne jusqu'à la fin. Dans la deuxième phrase, on a un groupe circonstanciel, ce week-end, qui est, du point de vue de sa nature, un groupe nominal. Un groupe sujet, les vitrines cassées, et tout le reste, c'est groupe verbal. Vous voyez la différence? Du week-end, ici, c'est juste un complément du nom affrontement. Hein. Ce n'est pas parce que ça indique un temps que c'est circonstanciel. Ensuite, dans la deuxième phrase, on a le groupe sujet, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes, et le groupe verbal paraît assuré jusqu'à la fin de la phrase. Ouais. J'arrive pas à comprendre pourquoi encore c'est pas un groupe circonstanciel. Eh ben, essayez de mettre encore en début de phrase. Ça ne marche pas. Encore, ce week-end, les vitrines cassées témoignaient de la violence des affrontements. Vous ne pouvez même pas le mettre à la fin. Ce week-end, les vitrines cassées témoignaient de la violence, des affrontements encore. Vous voyez, il y a vraiment, c'est lié au verbe encore. Donc il est dans le groupe verbal, ça, il n'y a pas de doute, c'est encore. Oui? Et dans la troisième phrase, en tête du premier tour de scrutin, ça serait quoi? Ça serait un COI? Assurer, arriver en tête du oui, oui. Il paraît assurer, arriver en tête. Oui, un COI du verbe arriver, tout à fait. Quatrième phrase, où là, arriver en tête du premier tour du scrutin est en fait ce qu'on appelle une apposition, on en parlera plus tard, au groupe, là, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes. Donc en fait, c'est tout l'ensemble qui est sujet. Hein. Et ensuite, c'est le groupe verbal à prononcer un discours très modéré. J'ai une question. Dans la quatrième, un discours très modéré, ça ne serait pas un groupe circonstanciel, un complément d'objet? Pardon, j'ai pas. Un groupe circonstanciel à complément d'objet. La prononcer. Moi aussi, Non, mais ça ne peut pas être un complément d'objet et un complément circonstanciel, c'est soit l'un soit l'autre. Hein, c'est un complément d'objet. Un discours très modéré, c'est le COD du verbe prononcer ici. Vous avez le groupe verbal. Donc le groupe verbal a prononcé un discours très modéré, on peut l'analyser, hein, on peut dire a prononcé verbe, un discours très modéré, groupe nominal, qui est donc le groupe nominal COD du verbe prononcer. D'accord? Un discours très modéré, alors on verra ça juste après avec l'analyse du groupe nominal, c'est ce qu'on appelle une expansion du groupe nominal, c'est-à-dire c'est l'équivalence d'un adjectif épithète avec un modificateur adverbial. Donc très modéré, pour anticiper un tout petit peu sur les analyses qu'on fera après, c'est un groupe adjectival qui est épithète de discours. À Paris, chacun prend cette tâche particulièrement au sérieux. Donc là, à Paris, c'est un complément circonstanciel. Qui est de nature groupe nominal prépositionnel. Chacun, c'est le groupe sujet. Sa nature, c'est d'être un pronom. Hein, ici, pronom indéfini, mais peu importe, un pronom. Et prend cette tâche particulièrement au sérieux. C'est l'ensemble du groupe verbal. Alors, oui. J'ai l'impression que, justement, à cause de l'espagnol, j'ai parfois du mal, Oui. surtout avec le groupe circonstanciel. Parce que là, par exemple, si je faisais l'analyse en espagnol, je dirais que particulièrement au sérieux, ça serait un
Un complément circonstanciel? Est-ce que ça répond à la question comment? Ah oui, bah oui. Oui, mais parce que si vous avez, évidemment, ce n'est pas le même concept de complément circonstanciel en réalité. Si vous définissez le concept de complément circonstanciel d'une manière purement sémantique par un sens, indication de manière, de temps, de lieu, de cause, tout ça, bah forcément, tout ce qui donne ces informations-là est complément circonstanciel. L'inconvénient de cette analyse, c'est que ça ne rend pas compte de la différence de fonctionnement entre les compléments d'objet indirects et les compléments circonstanciels. Les uns peuvent bouger syntaxiquement, les autres sont bloqués avec le verbe, et aussi du point de vue sémantique. D'où le fait qu'en français, on analyse de cette façon-là. Particulièrement au sérieux, prend cette tâche au sérieux. Alors là, c'est un peu compliqué si on veut analyser... si on veut analyser ce groupe verbal, qu'est-ce qu'on va dire? Cette tâche, c'est le complément d'objet de prendre. Mais on ne pourrait pas avoir « prends cette tâche » tout seul. C'est prendre une tâche d'une certaine façon. C'est ça la structure du verbe. Donc on a une espèce de deuxième complément, hein, au sérieux, et particulièrement au sérieux. Le particulièrement se rapporte au sérieux. Hein. C'est comme si on avait « il prend cette tâche très sérieusement ». Ça revient exactement au même. Donc ici, on pourrait défendre l'idée qu'on a deux compléments. Hein. Un premier complément, groupe nominal, cette tâche, et un deuxième complément qui est particulièrement au sérieux, qui a soit une forme adverbiale, soit... et on est obligé de le considérer comme un complément parce qu'on ne peut pas l'enlever. Donc ce n'est pas comme les adverbes, purs adverbes qui sont par exemple de manière, tout ça, qui sont toujours facultatifs. Et dans ce cas-là, particulièrement au sérieux, ça serait lié à cette tâche? Pas vraiment, c'est plutôt lié au verbe. Hein, c'est prends cette tâche d'une certaine façon, prendre quelque chose d'une certaine façon. C'est prendre dans un sens qui n'est pas comme le verbe prendre, saisir. Hein. C'est estimer, c'est... Ah oui, mais attendez, dans ce cas, c'est vrai que... Cette tâche au sérieux. Ah ben non, en réalité, ici, on a un attribut du COD. Hein. En fait, particulièrement au sérieux, ça fonctionne comme un attribut du COD, on dirait. C'est-à-dire que c'est exactement comme quand vous avez j'estime, ils ont élu cet homme président. Hein. Ou alors, c'est une structure très proche de l'attribut du COD. Donc, de toute façon, c'est beaucoup trop court. Là, c'est une structure un peu particulière. Donc on peut en parler longuement si on veut, mais ça nous éloigne un peu de notre sujet, parce que moi, ce que je veux, c'est juste que vous voyez bien les frontières, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Hein. Mais là, vous voyez, dès qu'on rentre dans le détail, ça devient compliqué, là, parce qu'on a une structure de groupe verbal, alors pas du tout prototypique. Hein. Pas du tout prototypique. Mais si j'avais, par exemple, oui, donc c'est la même chose, si j'avais considère, je considère... cet homme coupable, ben là, c'est une structure typique d'attribut du COD. Je considère cet homme coupable, coupable, attribut du COD, cet homme. Donc là, on a l'impression que c'est un peu comme ça, sauf que c'est rare que ce soit des groupes prépositionnels qui soient de fonction attribut du COD. Donc on est entre deux choses, là, bon, voilà. C'est vraiment typiquement le genre de choses que la grammaire scolaire ne peut pas analyser correctement. Ensuite, le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre dans les jours à venir. Bon, là, dans les jours à venir, on pourrait le mettre en début de phrase. On pourrait dire dans les jours à venir, le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre. Par contre, vous voyez, si vous prenez d'environ 10 centimes le litre, vous ne pouvez pas le mettre en début de phrase. D'environ 10 centimes le litre, le prix des carburants risque d'augmenter. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. La 7e phrase, chaque jour il vient assister aux assemblées générales. Donc chaque jour, groupe circonstanciel, cette fois-ci c'est un groupe nominal. Il, groupe sujet, et puis tout le reste vient assister aux assemblées générales, groupe verbal. Bon.
là, c'est pas trop compliqué, le groupe verbal vient assister, bon, il y a quand même un infinitif, mais avec un complément d'objet indirect aux assemblées générales. Dans l'exemple 8, c'est un peu la même chose, sauf que aux assemblées générales est un deuxième complément circonstanciel. Chaque jour, aux assemblées générales, il vient commenter les réactions de la presse. On pourrait très bien dire, il vient commenter les jours de la presse, il vient commenter les réactions de la presse chaque jour aux assemblées générales. Les deux peuvent être mis à la fin d'une phrase. La 9e phrase, cette action s'inscrivait dans un contexte particulier. Donc là, groupe sujet, groupe verbal, pas de difficulté spéciale à mon avis. Depuis plusieurs mois, toutes les manifestations que nous avons pu faire sont restées sans écho. Donc, depuis plusieurs mois, groupe circonstanciel, toutes les manifestations que nous avons pu faire, groupe sujet, et sont restées sans écho. Là, c'est un groupe verbal attributif avec... oui, avec le verbe sont restés, là, reste, sont, sans écho. C'est une structure attributive, mais ce n'est pas un verbe attributif prototypique. Oui? Pour savoir qu'il s'agit d'un complément circonstanciel, c'est parce qu'on peut l'effacer. Non, non, non. Alors, il y a les trois critères, c'est est-ce qu'on peut l'effacer, est-ce qu'on peut le déplacer, est-ce qu'il a un rapport ou pas avec le sens du verbe. Bon. Effacer, les deux critères de effacer et déplacer ne fonctionnent que dans un sens. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas effacer, vous ne pouvez pas l'enlever, si vous ne pouvez pas le déplacer, là vous êtes sûr que ce n'est pas un complément circonstanciel. L'effacement, ça ne peut pas, par exemple, si vous pouvez effacer, ça ne veut pas dire que vous avez un complément circonstanciel, parce qu'il y a plein de compléments d'objets directs qu'on peut effacer, en fait. Donc ça marche que dans un sens, vous voyez, l'effacement. L'effacement, je peux effacer, bon, ça ne me dit rien. Ça peut très bien être un complément d'objet ou par exemple, il parle à sa voisine, je peux l'enlever, je peux dire il parle, c'est totalement grammatical. Donc, ça ne me dit pas le fait de pouvoir effacer si j'ai affaire à un COI ou à un complément circonstanciel. En revanche, si je ne peux pas effacer, comme par exemple il va à Paris, je ne peux pas enlever à Paris, là, ça me montre que j'ai affaire à un complément d'objet indirect et pas un complément circonstanciel. Le déplacement, là, ça marche un petit peu... là, si vous pouvez déplacer, là, ça marche quand même mieux dans les deux sens. Hein. Si vous pouvez déplacer, ça montre que c'est un complément circonstanciel, et rarement les compléments d'objet sont déplaçables. Et si vous ne pouvez pas du tout déplacer, là, on voit bien que c'est un COI. Et puis, le rapport avec le sens du verbe, ça, c'est vraiment le truc ultime, le plus important, finalement, on regarde si l'information de temps, de lieu, etc., a un rapport avec le sens du verbe. En réalité, c'est surtout pour les compléments de lieu avec les verbes de mouvement. Quand vous avez un verbe de mouvement et un complément de lieu, très souvent, c'est un complément d'objet indirect, parce que le verbe de mouvement implique un lieu. Et c'est ça qui modifie par rapport à l'approche purement sémantique où on va dire si c'est une indication de lieu, c'est du complément circonstanciel. Oui? Petite question par rapport à ça en fait, effacement, déplacement, parce que 9, cette action s'inscrirait dans un contexte particulier. Donc si on déplace la phrase dans un contexte particulier, cette action s'inscrirait, ça ne marchera pas. Non, en français on ne pourrait pas dire ça. Dans un contexte particulier, cette action s'inscrivait, franchement, intuitivement, c'est très bizarre. Et en plus, là, vous ne pouvez pas l'enlever. Cette action s'inscrivait, ça ne peut pas du tout marcher. Donc attention, le dans ne veut pas forcément dire... Évidemment, c'est ça qui est commode avec la définition purement sémantique du complément circonstanciel. Vous voyez, dans, ça excède de lieu, quoi. Mais ça ne dit rien sur la syntaxe. Donc si on parle de la syntaxe, il faut quand même prendre en compte ce genre de... Vous voyez, c'est pour ça que moi, je trouve quand même que ce n'est pas tellement défendable de dire que c'est un complément circonstanciel. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait en France jusqu'à il y a quelques années. Il faut remonter quand même aux années 50-60. À partir des années 70, on a quand même bien clairement fait la distinction. Vous voyez, si je dis que dans un contexte particulier,
c'est un complément circonstanciel. Je ne fais pas la différence avec, à Paris, enfin, avec tout ce qui est... Enfin, si je dis, par exemple, dans ce pays, on travaille de cette façon, bon, ben voilà, là j'ai un vrai complément circonstanciel. Dans ce pays, on travaille d'une certaine façon, on travaille d'une certaine façon dans ce pays, tout ça, je peux le déplacer, je peux le supprimer. Alors que là, non. Hein. Donc il y a quand même vraiment le fait de considérer, de mettre dans le même paquet tout ce qui commence par dans au motif que c'est une indication de lieu dans les compléments circonstanciels, ça écrase la différence entre deux fonctionnements syntaxiques très, très différents. Oui. Pour cette même phrase, peut-être ça n'a rien à voir avec le groupe circonstanciel, mais dans cette même phrase, est-ce qu'on peut dire dans un contexte particulier s'inscrivait cette action? Ça a quelque chose à voir avec la version. Dans un contexte particulier. S'inscrivait cette action. Ça me dit quelque chose? Non, alors ça. Franchement, intuitivement, j'ai du mal à la trouver acceptable, cette phrase. Mais peut-être que ça marcherait mieux si on avait des compléments avec cette action. Dans un contexte particulier, s'inscrivait cette action extraordinaire ou... Mais si vous voulez, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur « à sa voisine, il parle ». On pourrait le mettre en début de phrase, mais ça génère une expressivité particulière. Ce n'est pas sa place, la place normale de ce complément, si j'ose dire. Hein. Cette phrase, on pourrait dire c'est à sa voisine qui parle. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a une mise en relief particulière. Hein. Tout à fait. Bon. Même exercice avec d'autres phrases pour confirmer donc votre bonne compréhension de cette structure. Parce que en fait, c'est le point de départ. Si vous ne réussissez pas bien à décomposer les phrases avec ces trois groupes, vous serez bloqué pour la suite. C'est pour ça que j'insiste un peu. Donc là aussi, je vais vous laisser quelques minutes. Du coup, on ne fera pas de pause parce que comme on fait pas mal d'exercices là aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. Donc là, c'est pareil, je vous laisse 5 bonnes minutes pour examiner ça. Bien, alors, voyons la structure de ces phrases. Donc c'est vraiment le même genre de choses que la dernière fois, enfin que l'exercice précédent. Première phrase, l'explosion des réseaux multimédia est un phénomène majeur de cette fin de siècle. Là, il n'y a pas de groupe circonstanciel. Hein. Tout le monde est d'accord. Juste groupe sujet, groupe verbal. L'impact de la société informationnelle sur l'économie est connu. Hein. Un grand groupe sujet qui est un groupe nominal. Et puis un groupe verbal est connu, qui se réduit au verbe ici. Hein. Aujourd'hui, groupe circonstanciel, c'est un adverbe. La société informationnelle, groupe sujet, et tout le reste contribue jusqu'à la fin de la phrase, qui est le groupe verbal. Je reviens à la première phrase. Si on faisait l'analyse par des éléments plus petits, disons, et que je voulais analyser par exemple c'est un phénomène majeur de cette fin de siècle. On est d'accord que et c'est le noyau. Le noyau du groupe verbal. Voilà. Alors, oui. Un phénomène majeur de cette fin de siècle, c'est un syntagme prépositionnel. Alors, si on veut faire l'analyse, il faut commencer. Donc, on a du plus grand vers le plus petit. Hein. Donc, est un phénomène, tout ce qui est en rouge, c'est le groupe verbal. C'est un groupe verbal attributif, avec le verbe attributif être, plus un groupe nominal. Un phénomène majeur de cette fin de siècle. Et là, ce groupe nominal, mais ça, j'anticipe sur la description qu'on va faire après du groupe nominal,
vous avez un nom phénomène, le déterminant 1, et puis deux expansions, un adjectif majeur de cette fin de siècle qui est un complément du nom de phénomène. Hein. C'est un phénomène qui a deux propriétés, il est majeur, deuxièmement, il est de cette fin de siècle. On pourrait analyser comme ça. Ou alors, donc, c'est un groupe verbal attributif avec verbe plus groupe nominal. Verbe attributif être plus groupe nominal. La fluidité de l'économie s'est étendue aux produits financiers puis aux produits manufacturés. Bon, il n'y a pas de complément circonstanciel, juste la fluidité de l'économie groupe sujet, tout le reste groupe verbal. Même chose pour la phrase suivante. Les entreprises les plus performantes ont compris l'importance de l'effet de levier de la société informationnelle. Donc, toutes les entreprises les plus performantes, groupe sujet. Tout le reste, groupe verbal. Et puis, groupe verbal relativement facile ici. Ont compris, c'est le verbe. Et l'importance de l'effet de levier de la société informationnelle, c'est groupe nominal CO2. Là, ce sont des groupes, des compléments d'objets indirects. Elle s'est étendue aux produits financiers, aux produits manufacturés, c'est étendu à quelque chose. Ces entreprises se préparent depuis longtemps à conquérir des marchés mondiaux, donc depuis longtemps, complément circonstanciel ici. Ensuite, les critiques globales de la société informationnelle ne sont pas seulement les manifestations de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle. Donc là, on a aussi un groupe verbal attributif avec, vous voyez, le verbe être. On a ne pas seulement donc, des adverbes dans le groupe verbal. Et puis, les manifestations de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle, tout ça, c'est un groupe nominal, pardon, qui est attribut du sujet. Attribut du sujet, les critiques globales de la société informationnelle. Les termes employés dans les critiques sont révélateurs, etc. Bon, c'est le même genre de structure. Sociologues et philosophes ont raison de dénoncer, il n'y a pas non plus de complément circonstanciel. Et dans le dernier exemple, nous devons désormais tenter de concilier les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux, le désormais complément circonstanciel. Ça va? Alors maintenant, dernière étape pour bien comprendre le fonctionnement de cette décomposition. Je vous ai mis ici une série de phrases qui toutes ont deux sens possibles selon que on analyse l'un des groupes comme complément circonstanciel ou comme complément d'objet indirect. Bon, là, on va le faire ensemble. Les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris. Alors, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, les interprétations, mais bon. Est-ce que vous voyez les deux sens, là? Oui? C'est Paris le lieu et Paris le prénom? Ah non. Non, là, je n'avais pas pensé à ça, mais on pourrait. C'est vrai, mais c'est vrai que si c'était le cas, bon, d'accord. Alors là, trois sens dans celle-là. Cela, je n'avais pas pensé. Oui? Ils écrivent en étant à Paris, ils écrivent en direction à Paris. Exactement. Donc, premier sens, le plus spontané, je pense, ils envoient chaque mois une lettre à Paris. C'est le lieu de destination de l'envoi. Donc, l'adresse à laquelle les enfants envoient la lettre est à Paris. On ne sait pas quand est-ce qu'ils... On ne sait pas où ils sont. Si, on sait chaque mois, mais on ne sait pas où ils sont quand ils font ça. D'accord ? Donc, à Paris, c'est le lieu d'aboutissement du verbe, donc c'est oui de envoyer. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire à Paris, les enfants envoient chaque mois une lettre. Alors que si je prends à Paris comme complément circonstanciel, ça veut dire ils sont à Paris. Quand ils sont à Paris, les enfants envoient chaque mois une lettre. Oui. Et pour le deuxième sens, on n'a pas besoin du verbe ou quoi que ce soit pour faire la distinction? Non, pas forcément. Pas forcément, mais si, on pourrait. On pourrait tout à fait, ça enlèverait l'ambiguïté, parce qu'à ce moment-là, si on met une virgule, on ne peut plus comprendre le premier sens. Et alors, si jamais à Paris était un prénom ou un nom de quelqu'un, Monsieur Paris, ou Madame Paris, ce serait envoyer quelque chose à quelqu'un. Ce serait un complément d'objet indirect du verbe envoyer.
Mais ce serait un autre genre de complément d'objet indirect. Voyez, qui indiquerait cette fois-ci le destinataire et pas l'adresse de destination. Alors, ensuite, les militaires rebelles se sont rendus en Argentine. Vous voyez les deux sens? Oui? La première, c'est les déplacements. Oui, Les militaires se sont déplacés en Argentine, tout à fait. tandis que le deuxième, les noyaux, ils se sont rendus en étant en Argentine. Oui, mais En bataille, non, ils ont perdu, ils se sont rendus. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, là, il y a deux sens du verbe se rendre, en fait. Hein. Soit vous comprenez se rendre comme un déplacement, soit se rendre au sens de déposer les armes quand on a perdu la guerre, quoi. Hein, on se rend. Donc là, vous voyez, l'analyse du complément modifie même le sens du verbe. Et alors, quelle analyse vous faites en fonction de chaque sens, du coup? Parce que, est-ce que, dans quel sens vous analysez, oui? Dans le sens de se déplacer, d'arriver en Argentine, Oui, en Argentine serait les COI. exactement. Hein. Et dans l'autre sens, ça serait un circonstanciel. Exactement. Donc, si j'ai le verbe de mouvement se rendre, bah, en Argentine, c'est le point d'aboutissement du mouvement, donc j'ai un complément d'objet indirect. Et je ne peux pas le mettre en début de phrase. Je ne peux pas dire en Argentine, les militaires rebelles se sont rendus. Alors que si j'ai justement le sens de déposer les armes, c'est quelque chose que je peux parfaitement faire. Hein. Donc là, j'ai mis l'explication ici. Pierre ne se déplace jamais en province. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Hein. Donc soit il se déplace et en province indique le lieu du déplacement, le lieu d'aboutissement du déplacement. Hein. Ou alors, ça signifie en province, il ne se déplace jamais. C'est-à-dire quand il est en province, il reste là où il est, il ne se déplace pas. Et donc vous avez les deux interprétations. Alors ensuite, on avait... Ah, il attend la nuit. J'aime bien celle-là. Elle est simple comme phrase, mais elle a ces deux sens totalement différents. Alors, on va changer un petit peu. Qui veut se lancer pour... Il attend la nuit, soit c'est en COD, et là il attend quelque chose la nuit, Ouais. c'est l'objet de son attente. C'est ça. Soit c'est le complément circonstanciel en plus nominal, et là il attend son complément pendant la nuit. C'est ça, tout à fait. Hein. Il attend la nuit, ça peut donc signifier soit pendant la nuit, il attend. On ne sait pas ce qu'il attend, mais voilà. Donc, dans ce cas-là, on peut dire la nuit, il attend. Hein. Et on sait pas. Dans ce cas-là, complément circonstanciel, mais sinon, c'est simplement il attend et COD la nuit. Donc, groupe verbal attend la nuit avec la nuit, groupe nominal COD de attendre. Le forcené, donc le forcené, je ne sais pas si c'est ça veut dire un fou, un forcené, hein, c'est un fou. Tirer sur le toit. Ouais. Ça veut dire qu'il est, soit il n'est pas sur le toit, mais c'est l'objet sur lequel il tire. Ouais. Il tire en direction du toit, donc. Voilà. Donc dans ce cas, ça serait COI. Ouais. Soit il est sur le toit, son corps physiquement touche le toit, Ouais. et il tire aux gens qui marchent dans la rue. Il tire, on ne sait pas où. Hein. On sait pas. Tire, on ne sait pas où. Donc, et dans ce cas-là, c'est complément circonstanciel, parce que je peux mettre sur le toit en début de phrase. Je peux dire sur le toit, le forcené tirait. Tout à fait. Alors, la suivante, tu rangeras la voiture dans le garage. Bon, je ne vous montre pas à chaque fois, mais vous verrez, si vous relisez le PowerPoint, à chaque fois, j'ai donné les explications. Hein. Tu rangeras la voiture dans le garage. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile à voir, les deux sens. Ça a quelque chose à voir avec le parking ou de ranger la voiture même? Ben oui, c'est ça. Alors, si vous voulez expliciter. Ah, attendez, excusez-moi. Tenez.
Allô? Oui. Oui, oui, dis-moi. Eh bien, écoute, je vais regarder ça tout à l'heure parce que là, je suis en cours, figure-toi. Hein. Donc, j'ai été obligé. J'ai cru que c'était un truc important, donc c'est pour ça que j'ai décroché. Mais non, mais c'est très bien. Je suppose que c'est une bonne nouvelle. Je regarderai ça tout à l'heure et je te ferai un petit SMS. Hein. Tu es à 13,64 et la moyenne de la classe est à combien? Ah, bah, super. Bah, bravo, bravo, chouchou. Allez, continue comme ça. Je te fais un gros bisou. Hein. Allez, bisous. Oui, excusez-moi, c'était mon fils, alors j'ai cru qu'il y avait un problème, mais non. Donc, tu rangeras ta voiture dans le garage. On a dit soit ça veut dire tu déplaceras la voiture dans le garage. Dans ce cas-là, dans le garage va être complément d'objet indirect. Hein. Soit dans le garage, tu rangeras la voiture, c'est-à-dire tu rangeras l'intérieur, la voiture est en désordre à l'intérieur. Hein, et une fois que tu seras dans le garage, tu rangeras la voiture. Donc, ce sera complément d'objet, complément circonstanciel dans ce cas. Il avait promis de faire don de son corps à la faculté de médecine. Est-ce que vous la voyez, celle-là? Oui. Alors, allez-y. Mais expliquez bien, parce que on ne comprend pas bien quel sens vous voulez donner là. D'accord, d'accord. Donc, soit il est à la faculté de médecine, un jour où il était à la faculté de médecine, il a promis de faire don de son corps, mais on ne sait pas à qui. Bon, voilà. Soit à la faculté de médecine, c'est la personne à qui il donne son corps. Hein. Donc, donner quelque chose à quelqu'un, dans cette dernière interprétation, à la faculté de médecine, serait un complément d'objet indirect. Tandis que si je peux dire à la faculté de médecine, il avait promis de faire don de son corps, ça devient un complément circonstanciel. Bon, et la dernière, elle est vraiment, alors là, très tirée par les cheveux. Je préfère la ville à la campagne. Ouais, vous voyez, c'est une espèce de mécanique, hein, tout de suite, vous comprenez maintenant. Alors que si je vous avais donné ça sans les explications avant, vous n'auriez jamais pensé que cette phrase pouvait signifier deux choses. Alors allez-y. Voilà. Sinon, je préfère la ville à la campagne. Là, je ne sais pas ce que ça serait. Simplement, là, c'est la structure de complément d'objet indirect classique. Préférer quelque chose à quelque chose. Hein. Je préfère la ville à la campagne. J'aime mieux la ville. J'ai une préférence pour la ville par rapport à la campagne. Tandis que l'autre, si je dis à la campagne, je préfère la ville, c'est quand je suis à la campagne, à ce moment-là, c'est là que je préfère la ville. Hein. Mais on ne sait pas, je préfère à quoi. Bon. Donc, bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, donc, avec tous ces petits exercices intellectuels, vous avez maintenant une bonne compréhension de cette distinction entre complément de phrases, complément circonstanciel et complément d'objet indirect. Alors maintenant, dernier élément important, le groupe nominal. On en a parlé déjà un tout petit peu. C'est assez facile, la structure du groupe nominal. Donc, on a une règle de réécriture, là aussi. Hein. On a groupe nominal, c'est un déterminant, un nom et ce qu'on appelle une expansion du groupe nominal. Alors, l'expansion, d'une manière prototypique, c'est soit un adjectif qui va être de fonction épithète, soit un groupe nominal prépositionnel qui va être de fonction complément du nom. Alors, ça sont évidemment des complications un petit peu traditionnelles. On aurait très bien pu garder la fonction expansion pour les deux. Hein. Je veux dire, parce que c'est vraiment, quand je dis une bonne avocate ou alors la pharmacienne de mon quartier, dans les deux cas, bonne par rapport à avocate ou de mon quartier par rapport à pharmacienne, c'est vraiment le même genre de relation entre les deux. Hein. C'est une relation où, bon, on va le voir plus tard du point de vue strictement sémantique, il y a une réduction de l'extension du nom, mais là, simplement, je peux dire ça modifie le nom, quoi. C'est un complément du nom dans les deux cas. On aurait pu dire que l'adjectif, il est complément du nom aussi. Hein.
D'ailleurs, est-ce qu'on fait une différence dans la grammaire de l'espagnol entre... Qu'est-ce qu'on dit quand, par exemple, si vous aviez une bonne avocate en espagnol, le nom de la fonction de bonne par rapport à avocate, on dit quoi? Ça serait un syntagme adjectival, complément du groupe nominal en fonction de sujet dans ce cas-là. Complément. Là, vous diriez en espagnol que bonne, c'est complément de avocate? D'accord, complément? Complément du nom avocate. Et donc, vous diriez de mon quartier, complément du nom pharmacienne, pareil? Voilà. Bon, oui? Ah oui, complément prépositionnel, complément adjectival. Ouais. Non, mais c'est vrai, ce serait beaucoup mieux de faire ça, c'est beaucoup plus clair. Mais en français, il y a une espèce de tradition où on fait la différence entre le complément du nom adjectif, ça s'appelle épithète, mais ça veut dire la même chose que complément du nom en réalité. Et puis pour le nom, on dit complément du nom. Donc ça complique les choses. Alors c'est juste parce que comme ça, du coup, on a l'adjectif, il peut être épithète ou attribut, mais en réalité, du point de vue de la structure grammaticale, dans les deux cas, ce sont des compléments du nom. Alors les linguistes utilisent pour le terme expansion, pour dire dans les deux cas, c'est complément du nom. C'est une expansion du nom. Mais ce terme d'expansion, oui, on l'utilise, c'est en fait, ça veut dire complément du nom, quoi. Bon, donc on fait cette distinction dans la grammaire française dont on pourrait très bien se passer. Alors, oui, bon, bah, ça c'est un petit exercice pour appliquer, pour étudier les groupes nominaux, on peut le faire ensemble rapidement si vous voulez. Je laisse tomber la première phrase parce qu'il y a sans doute avec une locution adverbiale. Donc, au milieu des livres. Donc, j'ai des livres, j'ai un groupe nominal tout simple avec déterminant les et livres. Mais j'ai le de, hein, au milieu de. Et là, on a un des dont on verra ça plus tard avec les déterminants. C'est ce qu'on appelle un article défini contracté qui synthétise la préposition de et l'article les. Le bureau de mon grand-père, donc déterminant le nom bureau de mon grand-père, expansion du nom. Donc complément du nom, hein, groupe nominal prépositionnel de fonction complément du nom. Défense était faite, alors la défense c'est le nom tout seul, hein, ça peut arriver, pas de déterminant, pas d'expansion. Une fois l'an. Alors là j'analyse les groupes nominaux sans du tout tenir compte des structures, hein, je ne m'occupe pas du tout de leur statut général, juste je focalise sur les groupes nominaux. La rentrée d'octobre, donc le noyau c'est rentrée, là le déterminant, d'octobre le complément du nom. C'est Pierre levé, Pierre le noyau, c'est déterminant, levé, c'est un participe passé qui fonctionne comme adjectif. Vous voyez, tout à l'heure on avait des articles, là ma vie c'est un déterminant qu'on appelle possessif, là c'est le déterminant qu'on appelle démonstratif. Et ça, les différents types de déterminants, on les verra plus tard. La prospérité de notre famille, déterminant là, nom noyau prospérité, de notre famille complément du nom. Un minuscule sanctuaire, un déterminant, sanctuaire groupe nominal, minuscule adjectif épithète. Il y a une particularité, je ne sais pas si c'est pareil en espagnol, du français, c'est que l'adjectif, souvent, il peut se placer soit avant, soit après le nom, soit avec des différences de sens, soit avec pas de différence du tout. Hein. Je veux dire, un excellent repas, un repas excellent, on peut dire les deux, et il n'y a pas de différence de sens. Par contre, le fameux exemple, un grand homme, un homme grand, hein, là, selon si vous mettez grand avant ou après, ça peut signifier des choses complètement différentes. Cela dit, c'est un exemple très artificiel parce que les spécialistes de l'adjectif disent que ce genre d'opposition, on ne les trouve jamais dans les textes. Hein. Bon, bref. Alors, en espagnol, c'est pareil, on peut mettre l'adjectif avant ou après, parce qu'en anglais, par exemple, c'est impossible. L'adjectif, il est toujours placé avant le nom. Pareil, on peut mettre avant. Et parfois, il y a aussi des différences de sens. Oui, voilà, d'accord. Ouais. Alors, ensuite, là, on a un groupe nominal un peu plus intéressant, entouré de monuments trapus, donc là, il n'y a pas de déterminant, mais il y a plusieurs expansions. Hein. Les monuments,
Donc c'est en fait toute une métaphore des livres. Hein. Je n'ai pas pris le temps de lire le texte, mais vous relirez ça. De monuments trapus, première expansion, antique, deuxième expansion. Donc là, ce sont des expansions plus sous-adjectivales. Qui m'avait vu naître? Là, c'est une autre sorte d'expansion sous forme de proposition subordonnée relative. Qui me verrait mourir, une deuxième relative, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. C'est encore une autre relative. Donc là, il y a 5 expansions du nom. Je les touchais en cachette. La cachette, le nom est tout seul. Pour honorer mes mains, déterminant et nom. Leur poussière, déterminant leur poussière, le nom. Chaque jour, déterminant chaque non-jour. Des cérémonies dont le sens m'échappait. Là, on a déterminant, nom, et puis une expansion qui est à nouveau une subordonnée relative. Mon grand-père, pas de difficulté. Alors, mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, donc si maladroit d'habitude, c'est expansion de mon grand-père. Hein. Et si maladroit... Ah oui, par contre, j'ai oublié là que, en fait, j'aurais dû mettre tout ça en vert, parce que si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, tout cela fait partie de l'expansion. Hein. Donc là, c'est une erreur, j'aurais dû mettre en vert tout le reste. Ma mère, ses gants, ses objets culturels, déterminant ses non-objets culturels, expansion, une dextérité d'officiant. Alors là, vous avez ça, mais vous avez à l'intérieur d'autres groupes nominaux. Vous voyez, que j'ai souligné, le bureau de mon grand-père, mon grand-père, c'est un autre groupe nominal avec déterminant plus nom. Quand je dis la rentrée d'octobre, octobre, c'est un nom à l'intérieur du groupe nominal. La prospérité de notre famille, c'est un groupe nominal à l'intérieur de la prospérité de notre famille. Hein, vous voyez, ça, c'est vraiment le raisonnement qu'il faut avoir à l'esprit. À chaque fois, il peut y avoir une structure à l'intérieur de l'autre structure. Bon. Donc, je reviens pour terminer à cette caractérisation du groupe nominal. Le déterminant, on verra ensuite hein, les différents types d'expansion, les différents types de déterminants, mais on a vu les déterminants les plus basiques, les plus prototypiques, c'est l'article, hein, le, la, les, un, une, les, et puis les déterminants possessifs et démonstratifs, son, ça, leur, ou bien cette, ce, cette, etc. Ça, c'est vraiment les catégories de déterminants les plus caractéristiques. Les expansions, il y a l'adjectif ou le groupe adjectival, le complément du nom, du type de mon grand-père, et puis les subordonnées relatives, qui sont quand même des expansions extrêmement courantes et qu'il faut retenir comme type d'expansion nominale. Voilà, et bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, comme prévu, donc, je vais vous mettre en ligne le cours de la semaine prochaine. Et on se retrouve juste après les vacances, à la rentrée, après les vacances de la Toussaint. Voilà, merci, à bientôt.